Mesdames et messieurs, je vous propose de poursuivre direction les Hauts-de-France. Alors l'innovation a besoin de financement, tout le monde est d'accord là-dessus. Les innovations de rupture, peut-être au moins autant, si ce n'est plus. Donc direction les Hauts-de-France pour découvrir comment les acteurs et entrepreneurs régionaux se mobilisent pour inventer, concevoir les innovations de demain. Je vous propose d'accueillir Valérie Six. Bonjour. Je vais vous laisser un micro. Valérie Six, vous êtes première vice-présidente de la commission économique de région Hauts-de-France. À nos côtés, nous avons également vos partenaires de BPI France avec Yannick Dacosta, directeur régional BPI France à Lille, et Sébastien Robert Charoureau, directeur régional BPI France à Amiens. Donc bonjour à tous les trois. Je me tourne juste sur ma gauche pour vous présenter tout de suite nos trois entrepreneurs aux innovations de rupture. Athénaïs Oslati, vous êtes la CEO cofondatrice d'Affelior. À vos côtés, Geoffrey Broninx, vous êtes le dirigeant de Revertech. Et enfin, tout au bout là-bas, mais je vous vois, vous êtes Thierry Cussac, le fondateur de Braindex. Les présentations étant faites, je propose de donner la parole à nos amis de BPI France, avec peut-être une première question toute bête pour ceux qui connaissent bien, mais peut-être essentielle pour certains des entrepreneurs qui nous suivent, d'ailleurs apparemment très très nombreux derrière les écrans sur les réseaux BPI France. La Deep Tech, qu'est-ce que c'est ? Alors, on va essayer d'être synthétique. C'est un concept qui peut paraître un peu compliqué comme ça, mais en gros, une entreprise de la Deep Tech, c'est une entreprise dont le modèle repose sur une innovation dite de rupture ou disruptive qui nécessite ou a nécessité beaucoup d'investissements, aussi bien en cash qu'en temps, puisque par nature, on est extrêmement loin du marché lorsqu'on intervient sur cette typologie d'entreprise. Donc c'est très consommateur de cash et bien souvent, et c'est ce qu'on espère, lorsqu'il y a réussite au bout du bout, on voit naître des entreprises à très forte valeur ajoutée qui sont sur un marché de niche et à forte barrière à l'entrée. Donc c'est très important de se pencher sur ce financement extrêmement en amont des entreprises innovantes. Et alors très concrètement, je te propose de prendre la parole, Sébastien. Aujourd'hui, BPI France, sur ces sujets-là, comment vous accompagnez les entrepreneurs de rupture ? Écoutez, on les accompagne aux côtés donc, de la région Hauts-de-France, qu'on remercie. On a un excellent partenariat depuis de nombreuses années sur de nombreux sujets et depuis peu donc avec la Deep Tech, mais Madame Six en parlera tout à l'heure. Et peut-être juste reprendre les quelques produits. On a des interventions sous forme de bourse French Tech Émergence pour les TPE. On intervient à hauteur de 90 000 euros à 50-50 aux côtés de la région. On a des interventions également en aide au développement jusqu'à 2 millions d'euros pour des entreprises plus structurées, également en partenariat avec la région. Et au final, on a des obligations convertibles où là, on va intervenir pour renforcer les fonds propres de ces sociétés Deep Tech. Alors ce partenariat avec la région, ça va nous faire une belle transition avec Valérie Six. Je crois que c'est une première en France. Oui, alors on a beaucoup de chance. D'abord d'avoir un partenariat historique avec la BPI France. Mais il faut savoir que nous sommes la seule région qui investit dans la Deep Tech actuellement. On a mis 9 millions d'euros sur la Deep Tech. Et c'est la raison, parce qu'on sait qu'il y a des projets. Et d'ailleurs, vous les verrez. La difficulté de les faire financer. Voilà, on a besoin, vous savez très bien que c'est des projets qui ont besoin d'ailleurs de levée de fonds avant d'être réellement sur le marché. Et si nous, on n'est pas là pour les accompagner, qui le sera ? Et puis c'est important parce que c'est l'attractivité de notre région et j'ai envie de dire de la France. Voilà. Si vous aviez un défi à lancer aux entrepreneurs présents sous cette bulle, présents derrière leurs écrans, en Hauts-de-France, vous leur demandez quoi ? Venez, nous on est là, on est prêt à vous accompagner, on a plein de dispositifs. La BPI France vous en a proposé, vous en a présenté quelques-uns puisqu'on est en partenariat avec eux, mais on en a plein d'autres. Donc venez, on est là pour vous accompagner, on est là pour vous faire progresser, vous faire développer, pour vous aider à créer. N'hésitez pas, venez taper à notre porte. Avant de faire les présentations avec nos trois entrepreneurs, j'ai une question toute bête et répondra pour le coup qui veut, ça peut jouer au buzzer. Mais à quel moment, parce qu'on peut innover, on peut projeter une innovation, à quel moment on sait que c'est une innovation de rupture et qu'elle est considérée comme étant une deep tech ? Ici, on a plein d'entrepreneurs, je suis sûr, qui ont plein d'idées brillantes, mais de savoir qu'on va pouvoir se faire financer comme ça. Alors ça se fait justement après l'état de l'art. Donc il y a une faisabilité technico-scientifique qui est à réaliser. Et voilà, c'est à l'issue de cette première étape qu'on sait ou non si on se situe dans une innovation dite de rupture.
Alors, un petit mot et voilà, on va commencer les présentations. Après autant de suspense, vous demandez qu'est-ce qu'ils ont inventé, ces 3 entrepreneurs. Alors, je démarre avec vous, Athénaïs. Donc, Chez Affelior. C'est ça. Bonjour à tous et à toutes. Donc, moi, je suis la présidente et la CEO d'Affelior. Est-ce que je peux te demander juste de rapprocher? Oui, bien sûr. Ouais, super. Voilà. Merci. Donc d'Affelior, et on mène un projet donc en neurotechnologie sous le nom de Orphée. Donc Orphée, c'est un dispositif qui adapte la musique aux émotions de l'utilisateur. C'est basé sur plus de 30 ans de recherche et de développement en neurotechnologie et en intelligence artificielle. Et tout simplement, on répond à une problématique pressante et croissante d'ordre sociétal qui est la santé mentale. Donc pour cela, on utilise ce qu'on appelle un électroencéphalogramme. C'est cet outil qui permet de mesurer l'activité cérébrale d'un individu, que l'on vient directement intégrer dans des casques audio du quotidien donc, que vous utilisez. Et à côté, il y a une application donc, qui vous permet de comprendre et de mieux appréhender vos émotions en fonction de la musique que vous écoutez, puisque nos algorithmes vous délivrent des playlists adéquates afin de vous faire passer d'un état émotionnel à un autre, par exemple d'un état de stress, un état de relaxation ou de concentration. Ça devrait parler à beaucoup d'entrepreneurs. Exactement. Quand on parle d'innovation de rupture, il y a toujours la question de à quoi ça peut être appliqué, comment on trouve cette application. On a l'innovation et puis ensuite on va chercher les différents applicatifs avec qui on peut les mener. Ou est-ce que là, très rapidement, vous saviez où vous vouliez aller? Alors la première chose, avant de penser la solution, il faut penser avant tout le problème. Donc on sait parfaitement à qui on s'adresse. Après, comment proposer cette innovation de rupture, c'est toujours un challenge, puisque nous, on le destine non pas au milieu médical ou dans le privé, mais au grand public. Donc il faut d'abord penser le problème avant de penser la solution. On parlait tout à l'heure de la difficulté des financements, parce qu'effectivement, ça prend du temps, ne serait-ce qu'en recherche. Rappelle-nous le temps que ça a mis à être développé. Alors, ça fait 2 ans qu'on travaille avec mes équipes, donc des chercheurs, ingénieurs, développeurs sur ce projet-là, mais la société a été créée il y a 3 mois de cela. Oui, donc ça met un peu de temps. Et alors justement, les investisseurs, comment on va les convaincre? On entend que la région est là, on entend que BPI-France est là. Mais je serais curieux aussi de savoir... comment ça se passe côté investisseurs privés? Est-ce qu'ils sont prêts à prendre ces risques? Aux côtés, évidemment, j'imagine que ça fait effet de levier, les financements que vous proposez. Mais est-ce que c'est plus difficile à convaincre que sur des projets où, a priori, il y a déjà un marché tout de suite et visible? Alors, le développement d'une technologie se décompose, c'est ma façon de voir, en 2 étapes, une partie anté-création et une partie post-création. Sur la partie anté-création, sur le dépôt des brevets, la faisabilité, la preuve de concept, on a vraiment été accompagné par la région, parce que si on est incubé dans la région des Hauts-de-France, on bénéficie de ce qu'on appelle un fonds régional d'incubation, donc jusqu'à hauteur de 15 000 €. Et par la suite, donc post-création, la BPI, effectivement, la BPI nous aide donc à hauteur de 90 000 € dans un premier temps. Par la suite, pour voir des investisseurs, pour ma part, c'est en cours de réalisation. Donc, ils ne sont pas, ils sont pas frieux pour investir dans de la deep tech et plus particulièrement dans de la neurotechnologie. On les trouve et on les trouve également en France. On n'a pas besoin de partir à l'étranger. Est-ce qu'on les trouve une fois que la technologie est mature, a fait ses preuves, ou est-ce que sur le projet, ils suivent aussi? Alors, ils suivent sur plusieurs points. Sur la technologie, il faut bien sûr avoir la preuve de concept, il faut qu'il y ait un product market fit, puisque nous, on a rencontré nos clients. Il faut également qu'il y ait une équipe, et qui est surtout une équipe solide derrière, et une vision à long terme. C'est-à-dire une vision sur, dans notre cas, 200, 300 ans. C'est vraiment du long terme. Juste un mot sur le prochain défi pour vous? Là, le défi à court terme, c'est justement de finaliser le plus rapidement possible notre démonstrateur pour aller voir nos clients et en parallèle de mener une levée de fonds. Je passe la parole à Geoffrey avec Rivertech. Peut-être déjà le pitch, encore une fois, je pense que tout le monde attend de savoir quelles sont les innovations là, que tous les 3 vous avez développées. Qu'est-ce que vous faites? Bonjour à tous, bonjour à nos amis de la région et de BPI. Je m'appelle Geoffrey Bronynx et en fait je valorise 6 brevets du CHU de Lille qui s'appuient même sur 10 années de recherche. Je vais te demander pareil de mettre le micro comme ça. Ouais. Donc je disais, on valorise en fait chez Rivertech à peu près 6 brevets et 10 années de recherche. Et en fait notre ambition, elle est de développer un dispositif médical qui va permettre de rétablir, ce sont des mots un peu barbares, je suis désolé, mais la continuité intestinale
des patients pour lesquels celle-ci eût été interrompue des suites d'un cancer colorectal ou encore d'une inflammation chronique de l'intestin. Comment ça a démarré? J'imagine bien qu'il y a un enjeu là que tu as évoqué, mais comment ça démarre et à quel moment, encore une fois, on se dit, là, on a trouvé une solution, c'est officiellement une innovation de rupture? Alors pour moi, je dirais que c'est avant tout un parcours de vie parce que j'ai fait le choix il y a très longtemps maintenant d'embrasser une carrière d'entrepreneur. Et donc quand j'ai créé ma première société dans le médical et que je l'ai revendue, je me suis vraiment posé la question de savoir ce que j'avais envie de faire pour le futur. Et la réponse a été de se dire, d'essayer de valoriser une technologie issue de la recherche publique parce que la France est un pays où on a la chance d'avoir un beau pôle de recherche, notamment dans le médical. Et on sait aujourd'hui qu'il y a vraiment beaucoup de technologies qui dorment dans les placards, des CHU, de l'INRIA, etc., etc. Et donc ça s'est d'abord concrétisé par une rencontre avec le professeur Laugier, qui est un directeur de laboratoire au CHU de Lille. Et c'était une rencontre assez agréable puisque tout a démarré, j'ai été le voir. Je lui ai proposé en fait une idée. J'avais envie de développer un nouveau produit. Et lui m'a regardé droit dans les yeux en me disant écoute, ton projet c'est très sympa, mais moi j'ai ce projet-là, qui est un projet de recherche pure et dure, qui traîne depuis 10 ans et sur lequel en fait, on a du mal à avancer dans la valorisation et l'industrialisation. Et donc finalement, ce projet s'est construit au fur et à mesure depuis les 3 dernières années dans le cadre de ces rencontres. Et donc le projet s'est vraiment concrétisé au fur et à mesure de ces derniers 36 mois. Et évidemment, donc, je vais reprendre les propos de ma camarade à côté. Ça a d'abord passé par la compréhension du problème, puisque moi je ne viens pas de ce monde-là, je viens du monde de la gestion du risque infectieux. Et aujourd'hui, on traite une problématique qui est plutôt dans la chirurgie digestive et dans la nutrition artificielle pour des patients qui sont en grande détresse psychologique et qui ont de grosses problématiques au quotidien pour s'alimenter et puis aussi tout simplement pour vivre. Et donc l'enjeu, le problème numéro 1 que moi j'ai vraiment eu en tant qu'entrepreneur, c'est d'abord une problématique humaine, dans le sens où l'objectif pour moi, c'était vraiment de transformer ce projet de recherche académique, de sortir ce projet du laboratoire de recherche pour en faire un projet qui soit concret dans l'intérêt du patient. Justement, Geoffrey, c'est super intéressant parce qu'on a parfois tendance à vouloir opposer le privé, le public. Comment naissent ces rencontres? Est-ce que côté public, c'est parfois la démarche entrepreneuriale qui manque et il faut trouver l'entrepreneur pour porter ce projet, cette innovation? Et comment côté entrepreneur, on trouve le chercheur, celui qui a trouvé très techniquement une solution à un problème? Est-ce qu'on construit ensemble? Enfin voilà, je suis curieux de savoir comment tout ça se matérialise, comment les mariages se forment. Et du coup, peut-être une question plus précise sur votre projet spécifique. Est-ce que ce chercheur a été associé à la boîte? Est-ce qu'il avait envie de continuer de son côté dans son monde de recherche? Ou est-ce qu'à un moment, il y a une association réelle au sein d'une entreprise comme la vôtre? Alors tout d'abord, il y a toujours un petit peu, on parle de relations d'hommes avant tout, hein, ça c'est toujours important de le garder dans un coin de l'esprit, donc il y a toujours un peu cette phase de découverte. On apprend à se connaître, on apprend à sentir si ça va bien se passer entre nous, parce que évidemment, un des facteurs de succès des projets, de tout projet, et encore plus les deep tech, parce que les projets deep tech c'est un mariage sur le long terme, parce que ça prend du temps de sortir ce type de projet, c'est de savoir si on va sentir, si je peux le dire ainsi, ses futurs associés aussi, si on va sentir l'équipe de recherche qu'on est supposé reprendre dans un cadre privé. Alors moi, en l'occurrence, comme je vous l'ai dit, ça a pris du temps. Hein. J'ai commencé à m'intéresser à ce projet-là début 2018 et je me suis vraiment officiellement engagé dans le cadre de la création de l'entreprise en mai 2020. Ce qui veut dire qu'on a passé à peu près 2 ans à se chercher, découvrir, à se comprendre, à aller rencontrer des patients aussi, hein, pour s'assurer que finalement on parle bien le même discours, qu'on comprend bien la problématique, qu'on comprend bien aussi la proposition de valeur. La proposition de valeur est d'autant plus... Le modèle de proposition de valeur est quand même un élément fondamental des deep tech, parce que ce qui par définition en fait la valeur à la fois pour les patients, mais aussi à court terme pour les financeurs. Est-ce que techniquement, cette innovation que vous avez développée, elle peut se projeter sur d'autres solutions, d'autres dispositifs, je cherche mes mots, pardonnez-moi, mais d'autres applications? Oui, alors nous, aujourd'hui, pour retracer très brièvement l'histoire du dispositif que nous développons, ce dispositif était adressé à une maladie rare. Qui se résume au fait que malheureusement vous avez des patients dans des cas très rares et heureusement
pour lequel on fait une intervention, on interrompt chirurgicalement très très haut dans le grêle. Donc ça s'appelle la maladie rare du grêle court. Hein. C'est une vraie problématique. C'est aujourd'hui la maladie rare la plus complexe à traiter dans le monde. Et puis finalement, moi, quand je suis arrivé dans ce projet-là, je me suis posé la question de savoir si on pouvait, entre guillemets, verticaliser cette technologie sur d'autres populations patients. Ça, c'était le premier objectif parce que malheureusement, à un moment donné, il y a le constat du marché qui fait qu'on doit être capable de démontrer qu'il y a une pertinence médico-économique à valoriser cette deep tech. Donc c'est ce qu'on a fait pendant les 2 premières années avec l'équipe. Et donc c'est là qu'on a commencé à verticaliser la technologie sur les cancers colorectaux, les inflammations de Crohn, etc., etc. Mais indépendamment de ces thématiques qui ressortent plus aujourd'hui de la chirurgie digestive, on pourrait très bien imaginer adapter notre dispositif à des thématiques telles que l'urologie, hein, donc l'appareil urinaire, par exemple, qui revêtent un certain nombre de problématiques qui sont communes. Merci. Je vais vous proposer maintenant de découvrir Braindex avec Thierry. Alors j'imagine que c'est lié au cerveau Exactement. et que la marque porte bien son nom. Concrètement, vous faites quoi aujourd'hui? Alors, chez Braindex, déjà merci de me donner l'occasion de partager l'enthousiasme que nous avons chez Braindex avec l'équipe à améliorer le devenir neurologique des patients chirurgicaux, particulièrement les patients fragiles en raison de leur âge. Et donc chez Braindex, nous développons une plateforme de surveillance cérébrale, donc des patients opérés, à l'attention des médecins anesthésistes qui vont donc pouvoir mieux prévenir le risque de complications neurologiques après une chirurgie. Gardons en tête que le déclin cognitif après l'âge de 65 ans, quand on subit une chirurgie, eh bien, c'est la première complication. C'est associé à une mortalité accrue, à court et à long terme, à une perte d'autonomie, à de la démence, à une diminution de la qualité de vie, et puis également, parce qu'il faut en parler, c'est un surcoût de 30 000 € par patient, par complication. Si on revient, pardonnez-moi, sur l'origine de cette innovation, comment ça se matérialise? Est-ce que, à l'image de Geoffrey, c'est une rencontre ou c'était déjà dans l'ADN de la boîte de travailler sur ces sujets-là? Alors c'est une question très intéressante parce que justement ça permet de jeter un éclairage complémentaire sur la démarche de Geoffrey qui s'appuie donc sur la recherche publique. Et moi, mon expérience, c'est de démontrer que dans les Hauts-de-France, accompagné par BPI et la région, il est possible de partir d'une page blanche, de construire un projet Deep Tech, MedTech, dont on sait que généralement ils sont assez consommateurs d'argent naturellement et que les temps de développement sont assez longs. Alors pour la notion en réfléchissant un petit peu à qu'est-ce qui pour moi est une innovation de rupture, je dirais que je renvoie pour l'essentiel à la proposition de valeur et à son ambition. Puisque si elle est ambitieuse, c'est que probablement elle n'a pas été complètement adressée et qu'il y a des verrous qu'il va falloir faire sauter et que donc il va falloir investir pas mal de choses, du temps, de l'argent et donc beaucoup d'humains dans tout ça. Donc pour moi, c'est la proposition de valeur et son ambition qui sont un bon critère pour savoir si on est dans le deep tech ou pas. Vous l'avez dit, on a démarré d'une page blanche. Oui. Comment on construit l'équipe? Comment on va chercher les talents qui vont concevoir? Parce que ça part d'une idée. J'imagine du coup une ambition de solutionner un problème ou parfois on a la techno et on trouve ensuite les applications. Là, c'était l'inverse. Oui, tout à fait. Hein, c'est le chemin inverse. Moi, je suis parti du besoin du clinicien puisque j'ai passé l'essentiel de ma carrière dans l'industrie de la santé et plutôt côté business. Donc, absolument pas de parcours technique. Mais par contre, et donc, il faut constituer une équipe. Et disons, ce que j'aimerais partager là, c'est que la phase de maturation de l'idée au projet est vraiment essentielle, puisqu'en faisant bien ça, probablement derrière, on fluidifie énormément de choses et on crée les conditions d'un succès, on crée les conditions d'une attractivité qui, tout le long du parcours, en s'appuyant sur l'aide de BPI et de la région, permet d'avancer, de franchir les haies. Hein. Alors, oui. Eh ben, ça va sonner dans 40 secondes. Alors, soit vous êtes capable en 5 secondes de me dire la relance chez Braindex, demain, c'est... Après un accompagnement qui a été donc de l'idée avec le concours Emergence iLab jusqu'à la levée de fonds de cet été de 3 millions d'euros grâce à l'attractivité procurée par la région et BPI, et bien maintenant c'est l'accélération. Et on regarde outre-Atlantique, déjà on commence à préparer notre soft landing aux US.
Eh bien, merci. Moi, j'accélère vers la conclusion de cet échange. Je vous remercie grandement. Je suis navré parce que comme les tables rondes s'enchaînent, on ne peut malheureusement pas déborder. Mais je recommande évidemment à tous ceux qui nous suivent d'aller vous suivre sur LinkedIn, sur les différents réseaux pour suivre ces belles aventures. Un grand merci pour ce partage. Et bravo aussi à vous qui les accompagnez pour cette première en France. Merci.